Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je vous remercie aussi pour m'avoir invité pour cette belle journée d'études sur l'œuvre clé que je vais soutenir dans mon intervention de Mohamed Aziz Larbabi. Je vous remercie et toute l'équipe de l'Académie du Royaume du Maroc, en particulier les interprètes. Merci pour traduire. Et je veux saluer particulièrement quelques personnes qui m'ont aidé dans ma recherche sur Mohamed Aziz Larbabi, l'ancien rapporteur de l'Académie du Royaume du Maroc, M. Gabaj. Merci pour votre aide et je veux aussi saluer Monsieur le professeur Mohamed Wakidi. Oui, je suis très heureux de vous voir et particulièrement le fils de Mohamed Aziz Larbabi, docteur Adil Larbabi. C'est un grand honneur que tu es venu. Merci pour ça. Et maintenant, on va dans la recherche sur le personnalisme musulman. Je vais proposer 3 axes de réflexion pour prouver que le personnalisme musulman est l'œuvre clé de la pensée de Mohamed Aziz Larbabi, comparable au traité décisif d'Ibn Rushd. Je veux proposer 3 axes de réflexion, l'une historique, l'autre systématique et la troisième critique. Et avec l'axe historique, je vais joindre aussi les explications de Mohamed Cheikh sur la rupture. C'était une petite querelle dans la recherche sur le personnalisme musulman, la rupture entre le personnalisme réaliste et le personnalisme musulman. Est-ce qu'il y a une rupture? Et vous avez montré, c'est plutôt déjà dans les livres des années 50 qu'on voit la piste de recherche de Mohamed Aziz Larbabi, c'est envisager d'écrire ces petits bouquins déjà mentionnés dans une note dans Liberté ou Libération que je vais citer. La rencontre avec le personnalisme contemporain occidental nous a aidé à découvrir, ou plutôt à redécouvrir, le fondement du personnalisme musulman auquel nous comptons consacrer une étude à part. Et j'ai eu la chance de rééditer le personnalisme musulman dans une version française sous le titre La personne en islam, liberté et témoignage. C'est un peu aussi, à mon avis, le compte-rendu de ces livres. Bon, c'est ma position et je pense, avec cette note en liberté ou libération, on peut prouver que c'est déjà envisagé, même, on doit le souligner, que dans des lettres à la personne, on lit la phrase « Dans le personnalisme réaliste, je veux mettre Dieu entre parenthèses ». C'est une approche phénoménologique du religieux. Mettre Dieu entre parenthèses, ça veut dire, oui, je vois aussi des personnes qui sont capables de mener leur vie sans Dieu et pour être un philosophe universaliste qui voit aussi la réalité de ces gens, on peut mettre Dieu entre parenthèses. Mais on peut raser aussi les parenthèses et c'est l'approche du personnalisme musulman. Pour moi, le personnalisme musulman n'est pas seulement un petit bouquin, mais c'est une période dans les années 60. Et cette période commence déjà avec l'article « Esquisse du personnalisme musulman » dans la revue Esprit, dont
oui, cet organe de la philosophie personnaliste et qui continue aussi avec l'article au célèbre colloque Castelli, colloque des philosophes de religion, le nom de Dieu en islam, langage religieux et langage théologique, aussi rédigé par Mohammad Aziz Larbabi, et qui continue aussi avec sa réponse aux critiques du théologien libanais Nabil Alam. Et cet article est paru dans le journal, dans la revue libanaise Travaux et Jours, au service de la clarté. Il donne aussi des nouveaux arguments pour le personnalisme musulman. On voit, c'est toute une période dans la pensée de l'Arbabi, et on voit aussi des traces pour l'avenir, pour le démonisme qu'il va développer dans les années 80. Bon, c'est un point de vue intérieur de la philosophie de l'Arbabi, mais il y a aussi des points de vue extérieurs. Si on prend le personnalisme musulman dans l'histoire de la philosophie dans les pays arabo-musulmans, on voit aussi que l'Arbabi se situe aussi dans un bon accompagnage, parce qu'il y a un texte merveilleux que j'ai trouvé de l'Arbabi qui s'appelle Promenade à Marrakech en compagnie d'Ibn Rushd. Et c'est vraiment pourquoi je veux soutenir la thèse que le personnalisme est le traité décisif de l'Arbabi, parce que ce texte se montre très bien. Je veux citer de ce texte, Promenade à Marrakech en compagnie d'Ibn Rushd. Pour moi, la philosophie est avant tout interrogation sur tout ce qui tombe sous nos sens. C'est la première étape. La seconde consiste à pousser l'interrogation au-delà du sensible, une investigation réflexive en quête de la vérité. Pour cela, un minimum d'érudition est nécessaire. Un vrai philosophe doit être au courant de ce qui se passe à son époque, être à l'écoute de l'avancement des sciences, des arts et de l'histoire de son temps, artisan scrupuleux du dialogue entre les cultures, entre les hommes, avec conscience et dévouement. Ce rôle primordial de la philosophie exige un savoir et une méthode. C'est un style de vie et un stimulant de l'esprit. Elle peut et doit être ainsi présente dans les activités de l'homme, y compris en kalam, en théologie, et en fiqh, droit et jurisprudence, parce que entre la hikmah, sagesse philosophie, et la charia, loi et dogme, il y a un accord harmonieux. Tous ceux qui veulent prendre part aux problématiques et aux débats de leur temps doivent prendre appui sur la philosophie. C'est ce que je cherche à expliquer dans mon opuscule traité décisif sur l'accord entre la philosophie et la religion. Fin de citation. Même si les méthodes philosophiques et le contexte de l'Arbabi et d'Ibn Rushd diffèrent beaucoup, la question fondamentale les joint ici. Comment la configuration entre philosophie et théologie est développée dans le personnalisme musulman? Ça sera le thème de mon deuxième axe sur la systématique du livre. Mais avant, je veux aborder la deuxième axe, je veux dire quelque chose sur la réception de ces livres. Il y a vraiment, peut-être c'est le livre le plus court de l'Arbabi, mais le livre le plus commenté,
plus commenté. Et c'est vraiment, si on cherche un peu, on trouve des traductions, premièrement en version arabe, oui, faite par l'Arbabi lui-même, en turc au début des années 70, en allemand. Votre serviteur a eu la chance de traduire le personnalisme en allemand en 2011. En 2017, en espagnol, M. Achmal est entre nous, et aussi en italien, aussi en 2007. On voit, maintenant, il y a un essor de traduction. Reste seulement une traduction anglaise, peut-être l'Académie du Royaume du Maroc peut financer ça, non? C'est une humble proposition. Bon, on voit. Il y a une réception très vive de ces livres et aussi récemment, l'axe systématique. La primauté de la philosophie au niveau méthodologique est très net exprimée par notre penseur. En conséquence, nous essayons maintenant de décrire la configuration entre philosophie et théologie dans le personnalisme musulman d'un point de vue systématique. Pour mesurer toute la portée du personnalisme musulman, il faut se rappeler la conception de personnalisation dans le personnalisme réaliste. Dans le personnalisme réaliste, c'est un penseur néerlandais qui l'a exprimé, Marinus van den Boom. Il a dit « c'est un élan social. L'autre est très important pour la personnalisation. Que je suis une personne, ça dépend aussi de l'autre. Ma mère et mon père m'ont appelé par mon nom. Oui, c'est déjà une personnalisation, j'ai un nom. Mais en même temps, et l'Arbabi l'a vu très bien, c'est aussi le danger que la personne va disparaître dans la communauté. Et comment approfondir la singularité de la personne. Et c'est le but qu'il va suivre et viser dans le personnalisme musulman. Comment singulariser la personne. Et, comme Mohamed Ben Cheikh a déjà dit, et aussi Mustafa Al-Kabaj, c'est vraiment la shahada, le témoignage, la liberté qui est exprimée par la shahada qui va approfondir la singularité de la personne. Je suis un témoin et je suis responsable pour mon témoignage et pour être responsable, il faut que je sois libre. Et c'est vraiment cette position du témoignage ou de refuser le témoignage, c'est aussi dans ces livres. Et on doit aussi respecter ceux qui refusent le témoignage parce que la liberté est la condition sine qua non pour être une personne. C'est vraiment la chose qui singularise notre vie. Et on voit, il y a cette dimension de la communauté dans le personnalisme et il y a aussi cette dimension, et c'est pour ça que le personnalisme est si important, de la singularité de la personne. Et on voit dans l'acte de langage qui est le témoignage que philosophie et théologie sont liées. Parce que je témoigne, c'est une manière à être philosophe. Je témoigne. C'est une prise de position que chacun de nous est vraiment demandé de prendre. Oui. Et par là, je veux dire, est-ce que la philosophie de Mohamed Aziz Al-Arbabi une philosophie islamique? Et ma réponse est non, c'est une philosophie en islam. Il philosophe en islam, dans un contexte
dans son contexte. Et je vais le prouver aussi par ce que le penseur sénégalais Souleymane Bachir Diagne dit au sujet de Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal est un peu... on a fait la comparaison entre Mohamed Iqbal et Mohamed Aziz Lahbabi. Les deux sont dans leur lex bergsonien très très proche. Et pour Mohamed Iqbal, Diagne dit c'est une philosophie en islam. Et c'est pas... il y a chez Mohamed Iqbal et chez Mohamed Aziz Lahbabi aussi cette manière philosophique de prendre des distances, de dire on peut mettre Dieu en parenthèse. Mais ce n'est pas la position de Lahbabi, mais on peut le faire. Et c'est une manière d'être philosophe. Maintenant, le troisième axe, c'est l'axe critique. Parce qu'il y a aussi, à mon avis, des manques, des lacunes dans ce petit bouquin. Premièrement, et ça joint aussi l'exposé de Mohamed Cheikh, l'histoire du concept chars. Nous avons entendu que Lahbabi veut faire le retour aux sources, et le fait aussi, mais en même temps, on doit dire, pour un concept philosophique, on a toujours, et même si ce concept philosophique est un concept normatif, on a toujours besoin d'écrire une histoire du concept. Et pour ça, on doit vraiment aller dans l'histoire de la philosophie dans les pays arabo-musulmans et voir comment le concept de chars a été utilisé. Et on voit, oui, avant Lahbabi, ce n'était pas très, très précis, l'usage du mot chars, mais on trouve dans l'histoire beaucoup de choses. Et j'ai vu dans le travail de Marie-Thérèse Urvois vraiment un complément pour le personnalisme musulman, parce qu'elle a cherché vraiment dans l'histoire des idées de l'islam et trouvé vraiment des phénomènes qui sont pour la formulation du concept de personne, de chars en islam très très important. Oui, très bref. Une autre critique, c'est la perception du christianisme. Lahbabi parle de l'univers de la faute à l'égard du personnalisme et bien sûr, il y a dans le christianisme le dogme du péché originel, mais c'est un peu plus complexe qu'un univers de la faute, parce que aussi le personnalisme de Mounier, qui a été une philosophie très optimiste, est issu du christianisme, et on doit dire plus de choses sur la perception du christianisme dans le personnalisme musulman, même, et j'avoue très sincèrement, je suis tombé sur la philosophie de Mohamed Aziz Lahbabi parce qu'il est une philosophie très dialogique. Il a voulu promouvoir le dialogue entre musulmans et chrétiens, et aussi entre musulmans et athées. Et il faut souligner vraiment son approche à cet égard. Troisièmement, mon critique concerne l'héritage salafi. Il dit dans le personnalisme musulman, oui, Mounier a prôné refaire la Renaissance, et je veux
promouvoir refaire le Moyen-Âge, parce que pour les musulmans, le Moyen-Âge a été cette ère d'initiative, de renouveau, de liberté, de développement. Et aussi l'âge de l'esprit critique et l'âge de l'ijtihad, c'est-à-dire l'opinion personnelle et la liberté d'interprétation et de spéculation dans tous les domaines. C'est très important aussi, c'est retour en comparaison avec Monnier, mais comme j'ai dit déjà pour l'histoire du concept de Chars, c'est toujours un peu compliqué. J'ai vu aussi que le salafisme ici au Maroc a donné beaucoup à la société. Si on prend les grands salafis comme Chouaib Adoukali ou Mohamed Ben Larbi al-Alaoui, qui a vraiment accompagné la lutte pour l'indépendance, Alal Al-Fassi aussi. Et ils sont peut-être, à mon avis, aussi déjà critiques à leurs aînés égyptiens. C'est un salafisme déjà un peu plus développé. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, salafisme? On a aussi des autres courants et on doit être très précis. Qu'est-ce que ça veut dire, cet héritage salafi et ce développement que la méthode salafi doit entreprendre aujourd'hui? Parce que pour faire une lecture du Coran et de la Sunna, on a à faire un travail herméneutique assez vaste. C'est pas seulement on prend les sources et on est là. Non, on doit mettre en contexte toutes les sources. Et oui, c'est très important. Et je vais maintenant annoncer la conclusion que j'ai. Le titre de la conclusion serait « Une pédagogie pour une société plurielle », le personnalisme musulman. Quelle est la place du personnalisme musulman dans la pensée de Mohamed Aziz Lahbabi? C'était la question à laquelle j'ai cherché à répondre. J'ai voulu montrer que le corpus de textes qui constitue le personnalisme musulman représente l'apogée de toute la philosophie personnaliste de notre auteur. Et on peut déjà remarquer dans le dernier chapitre, « Ouverture à l'avenir », qu'une nouvelle étape s'annonce, le démonisme. Reste à savoir quelle est la valeur que le personnalisme musulman représente pour aujourd'hui. Déjà au début des années 1980, Paul Ricoeur a formulé, pendant un colloque pour célébrer le 50e anniversaire de la revue Esprit, « Meurt le personnalisme, revient la personne ». À l'égard de la philosophie au pays de la langue arabe, il faudrait formuler autrement. Revient al-Charsani al-Islamiyya, revient al-Chars. Al-Chars comme citoyen libre et croyant responsable. Il est temps de redécouvrir cette philosophie avec laquelle on est capable de penser et créer à la fois une société plurielle sur le fondement de la dignité de la personne humaine et de ses droits et une identité religieuse islamique et musulmane approfondie. En articulation avec le personnalisme réaliste, elle donne aussi des éléments nécessaires pour une pédagogie de la citoyenneté dans le contexte d'un pays majoritairement musulman. Je vous remercie.